En Israël, nous vivons au rythme des gros titres sur Trump et l'Iran. Chaque extrait, chaque citation, chaque mouvement de groupe aéronaval. On a l'impression d'être au centre de l'univers du président américain. Nous ne le sommes pas. Le discours sur l'état de l'Union de Trump a duré environ 100 minutes. L'Iran a eu droit à 2 de ces minutes, soit environ 2%. En Israël, ces 2 minutes étaient le gros titre, mais en Amérique, une simple note de bas de page. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité stratégique. Trump ne s'adressait pas aux Israéliens. Il s'adressait aux Américains à propos de l'immigration, des frontières impénétrables, de la bourse, du coût de la vie, de Medicare et de la sécurité sociale. C'est cela qui a provoqué les applaudissements et les ovations. C'est ce qui motive les électeurs américains. Et c'est cela qui détermine si un président survit politiquement. L'Iran ne dicte pas la dynamique politique américaine en ce moment. Même à droite, des voix s'élèvent pour demander pourquoi sommes-nous au Moyen-Orient alors que nous avons un narco-État à notre frontière sud, au Mexique. Ce n'est pas de l'isolationnisme. C'est le fait que les Américains établissent des priorités. Si nous ne comprenons pas cela à Jérusalem, alors nous analysons simplement des fantasmes, pas le pouvoir. L'héritage de Trump, c'est l'homme qui met fin aux guerres. N'écoutez pas ce qu'un critique dit à propos de Trump. Écoutez ce qu'il répète à propos de lui-même. Il a dit à maintes reprises qu'il voulait une seule chose, et c'est cela qui sera gravé dans l'histoire. Il est le président qui met fin aux guerres. Il dit en avoir terminé 8. Il a dit que la Russie et l'Ukraine ne se seraient jamais affrontées sous sa présidence. Il se présente comme celui qui met fin au conflit sans fin. Maintenant, Gaza a été mentionné très brièvement dans le discours sur l'état de l'Union, mais les otages l'ont clairement ému. Il a parlé avec émotion des parents de Ram Gvili, le dernier otage, le dernier corps à quitter Gaza. Ce n'était pas une question de géopolitique, c'était humain. Trump comprend ce que les Américains comprennent instinctivement. Ramener les gens chez eux trouve un écho. Ensuite, il s'est passé quelque chose de très révélateur. Le président Trump a parlé de l'opération Marteau de minuit, la frappe israélo-américaine contre l'Iran. Une ovation debout massive. Il dit que l'armée des États-Unis a anéanti le programme nucléaire de l'Iran. Ovation debout. Mais c'est ici que commence l'analyse sérieuse. Il n'a pas mentionné Israël dans le contexte de cette frappe. Pas une seule fois. C'était très délibéré. Les rédacteurs de discours de Trump font attention à chaque mot. Trump a présenté Midnight Hammer comme l'Amérique défendant l'Amérique. C'est ainsi qu'il vend la force en 2026. Mais maintenant, posons-nous la question la plus difficile. Était-ce simplement une question de discipline dans le discours? Ou est-ce la reconnaissance de quelque chose de plus profond? Le fait d'évoquer Israël complique les applaudissements aujourd'hui. Pendant des décennies, mentionner Israël provoquait automatiquement des ovations debout bipartites. Aujourd'hui peut-être. Peut-être des applaudissements un peu plus discrets, peut-être des applaudissements plus conditionnels. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une raison de paniquer, mais c'est l'évolution politique aux États-Unis, et cela compte. Le JNS International Policy Summit 2026 aura lieu du 15 au 17 avril à l'hôtel Waldorf Astoria à Jérusalem. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur jnssummit.org et utilisez le code promo JNSTV, c'est-à-dire JNSTV en un seul mot, pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les billets. J'ai hâte de vous voir à Jérusalem. Je veux me concentrer sur la réalité politique intérieure de Trump. C'est la mécanique politique qu'il ne peut pas ignorer. Trump ne gouverne pas dans le vide. Il gouverne au sein d'une coalition de républicains aux États-Unis. Et cette coalition a des lignes de fracture très claires. Et nous l'avons vu. D'un côté, il y a l'establishment traditionnel de la politique étrangère républicaine, les faucons qui croient que la projection de la puissance américaine est intrinsèquement stabilisatrice. Ces personnes considèrent l'Iran comme une menace existentielle et pensent que les États-Unis ont un intérêt permanent à empêcher des acteurs révisionnistes comme l'Iran de dominer le Moyen-Orient. Ce sont ces personnes qui ont le plus applaudi Midnight Hammer. De l'autre côté, une aile populiste grandit au sein de cette coalition. Ils sont vraiment sceptiques à l'égard des engagements à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'ils sont naïfs face aux menaces, mais parce qu'ils ont vu 20 ans d'intervention au Moyen-Orient produire des résultats très ambigus à un coût énorme, dans des endroits comme l'Irak et l'Afghanistan. Ces personnes posent une question légitime.
Qu'avons-nous obtenu en Irak et qu'avons-nous obtenu en Afghanistan? Maintenant, Trump doit tenir ces deux factions en même temps. Cela façonne tout aujourd'hui, la façon dont il communique à propos de l'Iran et la manière dont il présente l'utilisation de la force. À quel point il associe publiquement l'action militaire à Israël et quelle marge de manœuvre politique il a pour ce qui va suivre. Trump comprend ces dynamiques de façon instinctive. Il est l'un des présidents les plus politiquement avisés de l'histoire américaine moderne. Et Trump ne dépense pas son capital politique à la légère. Donc, lorsqu'il présente une action contre l'Iran comme l'Amérique défendant l'Amérique, et lorsqu'il ne mentionne pas Israël en lien avec Midnight Hammer, il n'est pas en train d'esquiver la question. Il est très précis. Il cherche à ménager les deux ailes de sa coalition et il le fait délibérément. Pour Israël et notre direction, la leçon à tirer n'est pas de s'en offenser. La leçon, c'est de le comprendre. Un Trump qui maintient sa coalition unie est un partenaire stratégique bien plus puissant qu'un Trump qui va trop loin politiquement et offre la prochaine élection à quelqu'un de bien moins enclin à agir. Comprendre les contraintes de Trump n'est pas une faiblesse de notre part. C'est une notion stratégique de base. Maintenant, il est crucial de comprendre, et cela était clair dans le discours de Trump. Trump n'est pas pressé. Il a pris ses fonctions en promettant de leur faire payer le prix à Gaza. Il a fallu 10 mois avant que cette guerre ne se termine. Et elle ne s'est pas terminée dans l'enfer, elle s'est terminée par un compromis. Cela en dit long sur la façon dont Trump opère. Il met la pression, il attend, puis il évalue ses leviers. Les Américains n'ont même pas eu à payer le prix de l'accord sur les otages. C'est Israël qui l'a fait. Le Hamas est toujours là. Même schéma avec l'Iran. Ce qui se passe actuellement illustre parfaitement cette approche. 3 séries de négociations en 3 semaines. La première a débuté le 6 février. Musk à Oman, Witkoff, Kushner et surtout le chef du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper, en grand uniforme à la table. Un rappel, au cas où quelqu'un l'aurait manqué, qu'un porte-avions était positionné juste au large. Les deux parties ont jugé cela un bon début, sans percée ni avancée majeure. Aucune percée ni cadre, seulement un accord pour poursuivre les discussions. Le 17 février a ensuite marqué la deuxième série de pourparlers à Genève. Cela a permis une compréhension provisoire des grands principes, mais aucun accord concret n'a été trouvé. Le même jour, Khamenei a rejeté publiquement les conditions de Trump. Il a déclaré que la marine américaine pouvait être coulée et a qualifié l'idée du désarmement nucléaire d'impossible. 3 jours après, Trump a donné un ultimatum. 10 à 14 jours pour trouver un accord ou s'exposer à une frappe. Et aujourd'hui, alors que ceci est enregistré, le 3e round est en cours, à nouveau à Genève. Encore une fois, Witkoff et Kushner du côté américain. Encore une fois, Araj mène la délégation iranienne. Encore une fois, Oman joue le rôle de médiateur. L'écart fondamental n'a pas bougé. Donald Trump exige que l'Iran cesse tout enrichissement. L'Iran insiste toujours sur le fait que l'enrichissement n'est pas négociable. Le résultat des discussions d'aujourd'hui devrait influencer la décision de Donald Trump sur une frappe. Lorsque vous entendrez ceci, nous saurons peut-être déjà la direction prise. Voici où nous en sommes et ce que cela révèle sur Donald Trump. Il a donné du temps à l'Iran, il a envoyé des émissaires, il a tenu 3 séries de discussions en 3 semaines. Il a fait tout ce qu'un président fait avant une action militaire pour montrer que nous avons d'abord tenté la diplomatie. Le dossier est constitué de manière délibérée. Il l'a clairement dit lors du discours sur l'état de l'Union. Ils veulent conclure un accord, mais nous n'avons pas entendu ces mots secrets. Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires. Simple et clair. Et l'Iran n'a pas encore franchi ce seuil. Donc la date limite, c'est maintenant, ou peut-être qu'elle change. Pour Trump, les dates limites servent d'armes autant que de repères. Elles créent de la pression, elles focalisent l'attention et elles forcent à prendre des décisions. Mais les moyens militaires sont en place et le dossier diplomatique est désormais constitué. La fenêtre d'action se compte désormais en jours, probablement pas en semaines. Cela ne veut pas dire que Trump va agir. Cela signifie qu'il n'agit pas à la légère. Et quand il agira, s'il agit, ce sera de manière délibérée, documentée et conçue pour être défendable historiquement. C'est l'homme auquel nous avons affaire. Israël doit le comprendre très clairement. Maintenant, ne rien faire est aussi une décision. L'échiquier dépasse l'Iran. Trump saisit un élément profondément enraciné dans la mémoire stratégique américaine. Lorsque l'Amérique paraît faible, des vides se créent. Dans ces vides,
Vous allez trouver la Chine, la Russie et l'Iran. Nous avons vu cela en 2013 lorsque le président Obama a tracé une ligne rouge en Syrie. Action militaire, a-t-il dit, si Assad utilisait des armes chimiques. Puis il y a eu la Ghouta. Qu'était-ce que Ghouta? Les services de renseignement américains ont estimé que plus de 1400 civils ont été tués par du gaz sarin, dont des centaines d'enfants. La ligne rouge a été franchie sous les yeux du monde entier, et Obama ainsi que Washington ont reculé. Au lieu d'appliquer des mesures coercitives, les États-Unis ont accepté un accord négocié par la Russie pour qu'Assad remette soi-disant ses stocks déclarés. La frappe n'a jamais eu lieu. Ce recul n'a pas seulement nui à la crédibilité des États-Unis, il a créé un vide. En moins de 2 ans, Poutine est intervenu. Des avions russes sont entrés en Syrie pour la première fois. La Russie a obtenu des bases militaires permanentes en Méditerranée. Elle est passée d'acteur périphérique à arbitre doté d'un droit de veto à l'ONU. Assad a survécu pendant encore 11 ans. L'Iran s'est étendu, cet anneau de feu. Quand les lignes rouges disparaissent, il faut comprendre que la séquence compte. Ce n'est pas seulement que l'Amérique semblait faible, c'est que le vide a été comblé immédiatement, de façon permanente et par des acteurs qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Une fois que ces acteurs sont enracinés, le coup pour inverser cela devient prohibitif. La fenêtre s'est refermée. C'est comme ça que fonctionnent les vides. Ils n'attendent pas. Puis la Chine est arrivée. La Chine n'est pas venue avec des avions de chasse, mais elle est venue avec de l'argent et des investissements dans les infrastructures, des corridors énergétiques. Le commerce avec les États arabes a atteint près de 500 milliards de dollars. La Chine est devenue le premier acheteur de pétrole venant d'où? Iran. La Russie a pris les bases militaires. La Chine a pris les points d'ancrage économique. Le Moyen-Orient a commencé à pencher vers l'Est. Voici ce qui importe au-delà de la crise immédiate avec l'Iran. La stratégie chinoise au Moyen-Orient n'est pas principalement militaire. C'est une stratégie structurelle et il est beaucoup plus difficile de détecter si sa conception a des conséquences négatives ou positives pour l'Occident. La Chine n'essaie pas de gagner une bataille. La Chine essaie de gagner toute une génération. Il crée des dépendances dans l'énergie, les infrastructures et la finance qui seront toujours en place dans 20 ans, quel que soit le président des États-Unis. Dans ce contexte, l'Iran n'est pas qu'une menace nucléaire. L'Iran est le point pivot. Un Moyen-Orient où l'Iran est contenu est un endroit où les États alignés sur les Américains ont une marge de manœuvre, où la normalisation peut s'étendre, où les partenaires américains regardent constamment par-dessus leur épaule. Cependant, un Moyen-Orient où l'Iran est en pleine ascension est exactement l'inverse. C'est un Moyen-Orient où la Chine a son levier d'influence, où la Russie a ses points d'appui et où chaque avancée diplomatique est soumise à un veto iranien. C'est pourquoi l'instinct de Donald Trump de présenter l'opération Marteau de minuit comme un moment civilisationnel et pas seulement comme une opération militaire est stratégiquement correct. Il ne vise pas seulement les centrifugeuses. Il conteste toute l'orientation de la région. L'Iran est la crise visible, la Chine est la crise structurelle. Voilà le tableau. On a beaucoup parlé du facteur Tucker. Vous savez quel est l'objectif de Tucker Carlson? Vous savez, ce n'est pas seulement d'être un gêneur politique, c'est de semer la discorde au cœur même de l'alliance entre les États-Unis et Israël, de rendre le soutien politiquement coûteux, de présenter l'intervention comme une trahison des intérêts américains. En suivant cette logique, nous voyons tout ce que Tucker tente de faire. Il essaie de réduire l'espace où Israël est instinctivement défendu. Écoutez comment il présente les choses. Principalement, il a dit que les États-Unis se dirigent vers une grande guerre. Il a utilisé des termes comme une guerre de changement de régime, la plus grande guerre depuis l'Irak. Et Israël en est le moteur. Nous faisons cela à la demande de Benjamin Netanyahou. Pas un seul mot ici n'est accidentel. Il évoque l'Irak, des frissons parcourent les Américains, puis le changement de régime, une mission ratée en Afghanistan et en Irak. Ensuite, il transfère la responsabilité d'un intérêt légitime des États-Unis vers Israël en disant qu'Israël agit à la demande de Netanyahou, créant ainsi une division directe entre Trump et Netanyahou. Vous savez, cela reformule l'alignement comme une soumission. Cela suggère que Trump n'agit pas selon un calcul américain, mais sous la pression étrangère, la pression israélienne. C'est ainsi qu'on crée l'hésitation.
C'est ainsi qu'on tente de briser une alliance de l'intérieur. Pour l'instant, malgré tout ce vacarme, cela ne semble pas fonctionner. L'alliance tient bon. Les porte-avions sont en place au Moyen-Orient, directement sur les côtes d'Israël. Le dialogue stratégique se poursuit, mais la dissuasion tient bon. Netanyahou comprend probablement mieux que quiconque l'importance de ce moment. Certainement mieux que tous en Israël. C'est pourquoi il investit autant dans sa relation avec Trump. Ce n'est pas parce qu'Israël entraîne l'Amérique. C'est parce qu'Israël comprend que lorsque le poids de la politique intérieure pousse Washington au repli, l'alliance entre Israël et les États-Unis doit être ancrée de manière délibérée et claire. C'est ce que fait le Premier ministre Netanyahou. Il a délibérément ancré cette alliance sur des ennemis communs et des menaces envers le peuple américain qui en même temps représentent des menaces pour le peuple israélien. Que font les ennemis d'Israël, les 5 du monde et les Tucker Carlson du monde? Ils essaient de dire que ce n'est pas un problème américain, c'est un problème israélien. Maintenant, pour nous tous, la leçon est qu'Israël doit être réaliste. Nos préoccupations, nos priorités existentielles immédiates ne sont les priorités d'aucun autre pays. Et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elles le soient, pas même de la part des États-Unis. Certainement pas complètement, et elles ne le seront jamais totalement. Cela signifie une chose. Israël doit avancer vers l'indépendance militaire, l'indépendance financière et l'indépendance stratégique, car les fenêtres d'opportunité se referment. Même un président américain prêt à agir contre un régime qui menace à la fois l'Amérique et Israël, il n'agira pas indéfiniment, et il n'agira pas selon notre calendrier. Israël doit être en mesure d'agir seul, de répondre à ses propres priorités nationales selon ses propres conditions, que ce soit contre l'Iran ou contre d'autres acteurs de la région, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans 10 ans. Regardez le discours sur l'état de l'Union de Trump, c'est un cadeau. Cela montre clairement que nous ne sommes pas le centre de l'attention du monde. Même si les gros titres et publicités en Israël donnent cette impression, nous ne l'avons jamais vraiment été. Plus vite nous l'intégrerons, mieux ce sera. Cessez de chercher la validation ailleurs. Nous devons chercher nos capacités à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ainsi qu'Israël, en tant que nation, survivra au cours des prochaines décennies et pendant des centaines d'années à venir. Merci d'avoir suivi ce podcast True East. Laissez vos commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime. Nous avons hâte de vous retrouver ici la semaine prochaine.